Un étudiant en physique de 22 ans, sans diplôme de médecine ni formation spécifique, est entré un après-midi dans une bibliothèque universitaire. Il s'est assis avec un manuel de médecine et en quelques heures a diagnostiqué un cas que tout un hôpital rempli de médecins n'avait pas réussi à élucider. Ces médecins avaient mémorisé chaque maladie de leur manuel. Ils pouvaient réciter les symptômes, nommer les affections, rédiger des ordonnances. Mais lorsqu'un patient se présentait sans correspondre exactement au manuel, ils étaient désemparés. Ils ne savaient pas comment penser, seulement comment se souvenir. Cet étudiant en physique était Richard Feynman. La patiente était la femme dont il était amoureux depuis ses 15 ans. Et elle était en train de mourir, tandis que les médecins se disputaient un diagnostic qu'ils finiraient par poser 3 fois de manière erronée. Ceci est l'histoire de la façon dont un homme, sans aucune formation médicale, a prouvé, grâce au dossier médical de sa propre femme, que ceux à qui nous confions nos vies avaient mémorisé la médecine sans jamais la comprendre. Et la profession médicale commence seulement maintenant à l'admettre. Bienvenue sur l'Étincelle Science, pour une plongée fascinante dans les failles de la connaissance et l'importance cruciale de la véritable compréhension. Elle s'appelait Harlene Greenbaum. Les problèmes ont commencé avec une grosseur à son cou. Elle apparaissait, disparaissait, puis revenait. Son oncle, un médecin agréé, lui a conseillé de la frotter avec de l'huile d'oméga. Tel était son avis médical pour ce qui s'est avéré être une maladie mortelle. Lorsque les choses ont empiré, fièvre, gonflement, douleur, un second médecin l'a admise à l'hôpital, déclarant qu'il s'agissait de la fièvre typhoïde. Quarantaine complète, blouse spéciale, toute la procédure. Feynman a fait ce qu'il faisait toujours. Il est allé vérifier les faits. Il a découvert que la typhoïde avait un test définitif, le test de Widal, qui recherchait des bactéries et donnait un résultat clair, oui ou non. Il a donc posé une question simple au médecin. Comment s'est avéré le test de Widal? La réponse fut négative. Feynman a insisté. Pourquoi la quarantaine? Pourquoi les blues? Pourquoi la traitez-vous pour une maladie que votre propre test dit qu'elle n'a pas? Le médecin ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, il est allé se plaindre aux parents d'Harlene. Et la famille a dit à Feynman de se retirer. Après tout, c'était le médecin. Lui n'était que son fiancé. Des années plus tard, Feynman a écrit à ce sujet dans son livre « Vous vous souciez de ce que les autres pensent ». Voici ces mots. « J'ai découvert depuis que ces gens ne savent pas ce qu'ils font et se sentent insultés quand vous leur faites une suggestion ou une critique. » Pensez à ce qui vient de se passer. Un test est revenu négatif. Le médecin a ignoré son propre test. Un jeune homme de 22 ans, armé d'une carte de bibliothèque, l'a fait remarquer. Et la réponse du médecin n'a pas été de reconsidérer, mais d'appeler les parents du jeune homme. Mais Feynman ne s'est pas arrêté là. Harlene s'est améliorée pendant un certain temps. Puis les gonflements sont revenus. Sous les aisselles, à l'aine, partout. Les ganglions lymphatiques. Un nouveau médecin l'a examiné. « Maladie lymphatique », a-t-il dit. Mais laquelle? Il ne savait pas. Alors Feynman est entré dans la bibliothèque de Princeton. Il a sorti les manuels sur les maladies lymphatiques et a commencé par le début. La tuberculose des ganglions lymphatiques, disait le livre, est très facile à diagnostiquer. Il l'a donc écarté. Si c'était facile, les médecins l'auraient déjà trouvé. Cette logique avait parfaitement du sens à l'époque. Cela s'avérerait être la plus grande erreur qu'il ait jamais commise. Il a continué. Lymphadénome, lymphogranulomatose, maladie de Hodgkin, toutes des formes de cancer. Puis, il a remarqué quelque chose dans la littérature médicale qui l'a glacé. Il l'a décrit plus tard avec ses propres mots. La seule différence entre le lymphadénome et la lymphogranulomatose était, d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant très attentivement, que si le patient mourait, c'était un lymphadénome. Si le patient survivait, au moins un certain temps, alors c'était une lymphogranulomatose. Deux noms différents pour la même maladie. La seule variable était de savoir si l'on finissait dans un cercueil ou non. Et c'était la terminologie que les médecins formés utilisaient pour prendre des décisions de vie ou de mort. Feynman a conclu que l'explication la plus probable était une maladie incurable.
Il en a parlé à Arlene, mentionnant la maladie de Hodgkin par son nom. Lorsque Arlene a revu son médecin et lui a demandé « Est-ce que ça pourrait être la maladie de Hodgkin ?» Le médecin a répondu « Eh bien oui, c'est une possibilité. » Puis elle est allée à l'hôpital du comté et le médecin traitant a écrit ceci sur son dossier. « Maladie de Hodgkin, point d'interrogation. » Un médecin formé a écrit un point d'interrogation après son propre diagnostic. Un étudiant en physique, lisant les mêmes manuels dans une bibliothèque, était arrivé au même niveau de certitude. La différence était que l'étudiant ne prétendait pas en savoir plus qu'il n'en savait. La réaction de Feynman, selon ses propres mots. Alors j'ai réalisé que le médecin n'en savait pas plus que moi sur ce problème. Mais le moment le plus dévastateur de toute cette histoire s'est produit lors d'une réunion dont personne ne parle. L'hôpital avait convoqué une session spéciale pour discuter du cas d'Arlene. Après la réunion, une infirmière a ramené Arlene dans le couloir où Feynman attendait. Puis, un petit homme est sorti en courant de la salle de réunion, essoufflé. Il les a rattrapés et a posé une seule question à Arlene. « Dites-moi, crachez-vous du sang? Avez-vous déjà toussé du sang ?» L'infirmière s'est tournée vers lui. « Allez-vous-en! Quel genre de question est-ce là à poser à une patiente ?» Elle a regardé Feynman et Arlene et a expliqué. « Cet homme est un médecin du quartier qui vient en réunion et cause toujours des problèmes. » Feynman a écrit 3 mots à propos de ce moment. Je n'ai pas compris. Tousser du sang. C'est un symptôme classique de la tuberculose, la maladie qu'Arlene avait réellement. Ce médecin fauteur de troubles était la seule personne dans tout cet hôpital à poser la bonne question. Et le système l'a réduit au silence, l'a écarté, l'a traité de gêneur, parce que sa question ne correspondait pas à la théorie officielle. Après plus de délibération, l'hôpital a opté pour la maladie de Hodgkin, mortelle, sans remède. Un médecin a pris Feynman à part, lui a donné le pronostic, puis a dit « Nous allons lui dire que c'est une fièvre glandulaire. » Feynman a refusé. « Nous avons déjà discuté de la possibilité de la maladie de Hodgkin. Je sais qu'elle peut s'y adapter. » Le médecin a secoué la tête. « Ses parents ne veulent pas qu'elle le sache. Vous feriez mieux de leur parler d'abord. » Ce qui a suivi fut une embuscade. Ses parents, ses tantes, le médecin de famille. Tous lui ont dit qu'il était un jeune homme insensé, qui détruirait cette merveilleuse jeune femme en lui disant la vérité. Et puis sa sœur, âgée de 11 ans, est venue vers lui, les larmes coulant sur son visage. Elle l'a frappé sur la poitrine, lui disant qu'Arlene était trop bonne, trop belle pour une telle douleur. Cela l'a brisé. Il a écrit à Arlene une lettre d'adieu. Si jamais elle découvrait qu'il avait menti, c'en serait fini entre eux. Il l'a porté partout dans sa poche. Il est allé à l'hôpital. Arlene était assise dans son lit, entourée de ses parents. Elle l'a regardé et a dit « Maintenant, je sais à quel point il est précieux que nous nous disions la vérité. Ils me disent que j'ai une fièvre glandulaire et je ne suis pas sûr de les croire ou non. Dis-moi, Richard, ai-je la maladie de Hodgkin ou une fièvre glandulaire ?» Il a répondu « Tu as une fièvre glandulaire. » Et il est mort intérieurement. 1 semaine plus tard, elle l'a appelé. « Richard, je veux te parler, viens. » Il s'est assuré que la lettre était dans sa poche. Il est entré dans sa chambre. Elle a dit « Assieds-toi », puis elle l'a regardé droit dans les yeux. « D'accord, maintenant dis-moi, ai-je une fièvre glandulaire ou la maladie de Hodgkin ?»« Tu as la maladie de Hodgkin. » Et il a tendu la main pour prendre la lettre. Ses premiers mots, après avoir appris qu'elle souffrait d'une maladie mortelle, n'ont pas concerné la mort. « Mon Dieu, ils ont dû te faire vivre un enfer. » Elle s'inquiétait pour lui. Et puis, elle a dit quelque chose qui a défini toute leur relation. « Tu aurais dû tenir bon. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons raison. » Le diagnostic final est tombé des mois plus tard. Ce n'était pas non plus la maladie de Hodgkin. C'était une tuberculose lymphatique, probablement due à du lait non pasteurisé. Chaque médecin s'était trompé.
l'oncle avec son huile d'oméga, le spécialiste qui a traité un résultat de test négatif, l'hôpital qui a écrit un point d'interrogation. Tous. Et le petit médecin qui avait posé la question sur le sang dans sa toux, celui qu'ils avaient traité de fauteur de troubles, était le plus proche de la vérité. Le système l'a ignoré. Et Arlene en a payé le prix. Elle est décédée le 16 juin 1945. Elle avait 25 ans. L'horloge dans sa chambre s'est arrêtée à 9h21. La plupart des gens y verraient un signe d'outre-tombe. Feynman savait que l'horloge était fragile. Il l'avait réparée auparavant. L'infirmière l'avait probablement prise pour vérifier l'heure dans la pénombre et avait dérangé le mécanisme. Même à ce moment-là, assis à côté du corps de la femme qu'il aimait, son instinct était de chercher la vraie réponse, pas celle qui réconforte. Il a fallu des années à Feynman pour comprendre ce qui était arrivé à Arlene. Le chagrin s'est estompé lentement. La colère, jamais. Car ce qui le hantait, ce n'était pas seulement la perte, c'était l'écart qu'il avait vu entre ce que les médecins savaient et ce qu'ils comprenaient. Et cet écart n'a cessé d'apparaître partout où il regardait. À Princeton, il a suivi un cours de biologie de 3e cycle. Sa première tâche concernait le système nerveux d'un chat. Il est allé à la bibliothèque et a demandé à la bibliothécaire une carte du chat. Elle l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. « Une carte du chat, monsieur ? Vous voulez dire un tableau zoologique ?» Des rumeurs se sont répandues sur un étudiant en biologie idiot cherchant une carte du chat. Lorsqu'il a fait sa présentation, il a commencé par dessiner le chat et nommer les muscles. Les étudiants en biologie, avec 4 ans de formation derrière eux, l'ont interrompu. « Nous savons tout ça. » Sa réponse, tirée de « Vous plaisantez sûrement, monsieur Feynman. »« Oh, vous savez, alors, pas étonnant que je puisse vous rattraper si vite après 4 ans de biologie. » Ils avaient perdu tout leur temps à mémoriser des choses qui pouvaient être trouvées en 15 minutes. 4 ans contre 15 minutes, les mêmes faits, la différence. Ces étudiants avaient mémorisé la carte. Feynman comprenait le territoire. Et il avait vu cet écart exact au chevet d'Arlene. Des médecins qui pouvaient nommer chaque maladie, mais ne pouvaient pas penser lorsqu'un vrai patient ne correspondait pas à une page de manuel. En 1974, il a donné un nom à ce phénomène. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de Caltech, il a décrit ce qu'il a appelé la science du culte du cargo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des insulaires du Pacifique Sud ont vu des soldats américains construire des pistes d'atterrissage. Des avions atterrissaient, des fournitures arrivaient. Après le départ des soldats, les insulaires voulaient que les avions reviennent. Alors, ils ont construit leur propre piste avec des bâtons, sculpté des casques en bois pour les contrôleurs, allumé des feux sur les côtés. Tout semblait exactement correct, mais aucun avion n'a jamais atterri. Le propos de Feynman était brutal. Vous pouvez suivre tous les rituels de la science, les blouses blanches, les diplômes, les études, les examens par les pairs, et n'avoir rien. Parce que vous avez sauté la partie qui compte vraiment. Comprendre pourquoi quelque chose fonctionne, pas seulement savoir que cela fonctionne. Et il a prononcé la phrase qui transperce tout. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même. Et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Il ne parlait pas d'escrocs. Il parlait de professionnels sincères et bien intentionnés qui croyaient vraiment comprendre parce qu'ils avaient mémorisé les réponses et n'avaient jamais remis en question si mémoriser était la même chose que savoir. C'était en 1974. Voici ce qui s'est passé 52 ans plus tard. À l'hiver 2026, il y a quelques semaines seulement, l'American Academy of Ophthalmology a publié un éditorial dans sa revue. Le titre « Cargo Cult Science ». Une revue médicale en 2026 utilisant les mots exacts d'un physicien de 1974 pour décrire ce qui se passe dans la médecine moderne actuelle. L'éditorial a souligné ce que les chercheurs appellent une crise de la reproductibilité. Des études médicales publiées, examinées par des pairs, accréditées et officielles, qui s'effondrent dès que quelqu'un essaie de les reproduire.
Ils ont cité Feynman directement. Ils ont écrit que la science du culte du cargo revêt les apparences de la science, mais ne produit pas de résultats sur lesquels d'autres peuvent s'appuyer de manière fiable. Ce n'était pas un professeur de physique qui disait cela. C'étaient des médecins à propos de leur propre profession. La même année, JAMA Network Open a examiné 309 vidéos de santé sur YouTube, toutes réalisées par des médecins agréés. Le résultat, moins d'1 sur 5 était étayé par des preuves scientifiques solides. 2 sur 3 n'avaient que peu ou pas de preuves du tout. Et voici la partie qui devrait vous inquiéter. Les vidéos avec les preuves les plus faibles attiraient le plus de spectateurs. Et en ce moment même, sur le Student Doctor Network, le plus grand forum en ligne pour les étudiants en médecine, vous pouvez lire des messages d'étudiants au sein du système disant des choses comme « La quantité de bêtises à mémoriser en faculté de médecine est absolument stupéfiante » et « Ce n'est pas une profession pour les esprits pensants ». Ce ne sont pas des étrangers qui critiquent la médecine, ce sont les personnes en cours de formation, et elles savent que quelque chose ne va pas. Beaucoup d'entre elles survivent à leur propre formation en utilisant ce qu'on appelle la technique de Feynman, une méthode élaborée par un physicien, pas un médecin. Parce que le système censé enseigner la médecine leur apprend à la mémoriser à la place. En 1966, Feynman l'a dit aussi clairement que quiconque. Ces mots exacts, publiés dans Le plaisir de découvrir des choses. La science et la croyance en l'ignorance des experts. Pas du mépris pour les médecins, pas une rébellion contre la médecine, juste le principe silencieux et inconfortable qu'une accréditation n'est pas la même chose que la compréhension. Et la seule façon de savoir si quelqu'un comprend vraiment est de lui demander pourquoi. Puis cela est arrivé à Feynman lui-même. 1978. Il a 60 ans, il est heureux, marié à Gwyneth, 2 enfants. Il enseigne à Caltech, où les étudiants le vénèrent pratiquement. Et puis, des douleurs abdominales qui ne voulaient pas disparaître. Les médecins ont trouvé une tumeur, pas une petite, environ 2,7 kg, de la taille d'un ballon de football, un cancer rare appelé liposarcome myxoïde. Elle avait déjà écrasé son rein gauche et détruit sa rate. Certains de ses collègues ont suggéré que le cancer était causé par des radiations. Ce matin de 1945, lorsqu'il a regardé l'essai de la bombe Trinity, à travers rien d'autre qu'un pare-brise de camion, il était la seule personne à avoir refusé les lunettes de protection, arguant que le verre bloquerait les ultraviolets. Feynman n'a pas accepté la théorie des radiations, non pas parce qu'elle était effrayante, mais parce que les preuves n'étaient pas suffisamment solides. Une théorie qui correspond à une bonne histoire n'est pas la même chose qu'une théorie étayée par des données. Cette distinction, celle entre une explication satisfaisante et une explication vraie, était exactement ce que les médecins de l'hôpital d'Harlem n'avaient jamais saisi. Au cours des 10 années suivantes, il a combattu 2 cancers différents, le liposarcome et plus tard la macroglobulinémie de Waldenstrom, de multiples chirurgies. Lors d'une opération, il a perdu tellement de sang qu'il a failli mourir sur la table. Il a été sauvé par une collecte de sang à l'échelle du campus, des étudiants et des professeurs de Caltech faisant la queue pour le maintenir en vie. Malgré tout, il n'a jamais cessé de travailler, jamais cessé de penser. Il a donné son dernier cours 2 semaines avant de mourir. En février 1988, un ulcère duodénal perforé a détruit ses reins. Les médecins lui ont dit que la dialyse pourrait lui donner quelques mois de plus, peut-être. Feynman a évalué l'offre, comme il évaluait tout. À quoi ressembleraient ces mois? Combien de douleurs? Quelle capacité à penser, à travailler, à être lui-même? Il a pesé les preuves et a pris une décision. Il a refusé. Non par désespoir, non parce qu'il avait abandonné, mais parce qu'il comprenait ce que ces mois coûteraient réellement. Et il a décidé que le prix n'en valait pas la peine. Ces derniers mots. Je détesterais mourir 2 fois. C'est tellement ennuyeux. Il est décédé le 15 février 1988. Il avait 69 ans. Feynman a passé une décennie à dépendre des médecins. Il respectait leur travail. Ce qu'il n'a jamais respecté, c'est le système derrière.
L'oncle avec son huile d'oméga, le spécialiste qui a ignoré son propre test, l'hôpital qui a écrit un point d'interrogation, l'infirmière qui a réduit au silence le seul médecin posant la bonne question. Aucun d'eux n'était une mauvaise personne. Ils avaient été formés pour faire correspondre des schémas de mémoire et se sont retrouvés impuissants au moment où un patient ne correspondait pas. Vous avez déjà vu cela. Peut-être pas dans un hôpital, mais dans une salle de réunion, dans une salle de classe. Chaque fois que quelqu'un avec des diplômes ne pouvait pas répondre à un simple « pourquoi » et s'offensait quand vous le lui demandiez. La question que Feynman a laissée derrière lui n'est pas de savoir si cela se produit encore. Les revues l'ont confirmé il y a 3 semaines. Les étudiants en médecine le confirment chaque jour. La question est plus simple et plus difficile. La personne qui vous soigne peut-elle expliquer pourquoi? Ou peut-elle seulement vous dire quoi? Parce que le premier principe de Feynman tient toujours. Vous ne devez pas vous tromper vous-même. Et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Les médecins n'ont jamais compris cela. Lui, si.